Bonjour. Bienvenue à... Vous m'entendez là? J'ai l'impression que le micro ne marche pas. Si? C'est bon? Okay. Donc bienvenue à la seconde journée de Blend Web Mix. Pour ceux qui sont déjà venus la première journée, apparemment ça s'est très bien passé, avec beaucoup de monde. Bienvenue dans cette conférence qui va être dédiée donc, comme le titre indique, aux makers. Je suis Arnaud Coulet, je suis, comme certainement la plupart d'entre vous, issu de la communication digitale. Et le jeune homme qui est à côté de moi est un peu une impression, une reproduction de moi-même, puisque c'est mon frère jumeau, enfin faux jumeau, donc presque une reproduction. Aujourd'hui, donc, c'est bien l'impression 3D dont on veut vous parler, puisque l'impression 3D est une des technologies utilisées entre autres, par les makers, qui sont donc ce nouveau mouvement, on va dire, de gens qui peuvent être des designers, qui peuvent être simplement aussi des gens comme vous et moi, qui créent des nouveaux objets uniques à partir donc de ces technologies nouvelles que sont l'impression 3D. Pourquoi on s'y intéresse aujourd'hui? Pourquoi vous vous intéressez, sachant que nous sommes tous issus du web, donc des webeux, et qu'on a quand même tendance parfois à, on va dire, à donner un acronyme un peu vulgaire au monde réel, au monde des objets, en l'appelant IRL, In Real Life. Donc pourquoi aujourd'hui il y a une connexion, une reconnexion qui se fait entre le monde digital, vous et nous, et le monde des objets? Eh bien, au fait, il se trouve que le web est un peu, enfin, l'impression 3D est un peu une continuité du web 2.0. En tout cas, c'est ce qu'un des gourous du web que vous connaissez certainement aussi, qui s'appelle Chris Anderson, que vous connaissez pour avoir été l'auteur, il y a quelques années, du fameux livre sur la longue traîne, qui définit justement le web 2.0. Eh bien, ce gourou du web, parce qu'on peut l'appeler comme ça, considère qu'aujourd'hui, le mouvement des makers, le mouvement de l'impression 3D, de la fabrication numérique, est une continuité de ce qui s'est passé sur le web. Donc l'impression 3D est la fille du web 2.0. Alors un autre gourou du web qui est peut-être un peu moins connu, mais qui prend de plus en plus d'importance, c'est Neil Gershenfield, professeur au MIT, qui est un peu l'initiateur justement de ce mouvement des makers et plus globalement du mouvement de fabrication additive dont sont issus les makers. C'est lui qui a théorisé, par exemple, les Fab Labs, ou autrement appelés aussi les laboratoires de fabrication numérique. Donc on voit bien cette filiation qui existe, qui est forte, et c'est un peu l'objet aujourd'hui de cette conférence qui nous intéresse. Donc voilà, les makers, quelque part, sont un peu, on va dire, ce qu'ont été les blogueurs pour le web il y a quelques années. Sachant qu'il y a quelques années, on a pu, avec le web 2.0, devenir auteur de notre propre expression, avec les blogs, puis après avec l'émergence de la statosphère, que sont Facebook, Twitter, etc. Et aujourd'hui, on peut devenir auteur de notre propre technologie. Donc cette filiation, qui est impliquée dans le mouvement du do-it-yourself, le mouvement donc, des makers, est importante. Alors, comment ça marche? On ne va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, il y a deux techniques d'impression 3D qui sont intéressantes. Il y a la technique, on va dire, de fabrication par addition de couches. C'est ce que vous voyez à l'écran ici. C'est-à-dire que la tête d'impression va finalement créer l'objet à partir d'addition de couches dans différents matériaux, ici en plastique pour créer un petit ours, j'imagine. Et voilà, ça c'est, on va dire, une technique en grand public qui est plutôt utilisée pour les imprimantes 3D qui sont en train de pénétrer dans l'usage domestique. Et puis il y a une deuxième technique qui existe au fait depuis très longtemps, qui s'appelle le frittage laser, qui est utilisé dans l'industrie aéronautique, l'aérospatiale, qui utilise des machines d'impression 3D beaucoup plus conséquentes en volume et en puissance, et dont la technique consiste à finalement envoyer des pointes laser sur un bac de poudre, de matériaux en poudre, pour consolider au fur et à mesure un objet 3D.
Alors, il se trouve que ces techniques évoluent très rapidement maintenant depuis 10 ans. Et que ce qui fait leur avenir prometteur, c'est aussi le fait qu'on peut utiliser presque jusqu'à 200 matériaux différents. Alors, vous voyez ici, sur le site de Shapeways, qui est un des leaders, un des acteurs importants de l'impression 3D, notamment aux États-Unis, on peut utiliser évidemment le plastique, mais maintenant on peut aussi faire l'impression 3D en céramique, donc ce qui ouvre tout un marché, entre guillemets, par exemple sur la vaisselle ou d'autres éléments en céramique. Et on peut aussi imprimer en métal, et même dans la bijouterie, faire des bijoux en 3D en or. Mais ce qui est important de comprendre en fait, dans finalement cette révolution en marche, c'est qu'au cœur de cette révolution, il y a un vrai changement de paradigme industriel. Ce changement de paradigme, c'est simplement que si vous vous appeliez Philippe Starck il y a quelques années, eh bien, quand vous aviez fait votre design, vous deviez convaincre un industriel pour qu'il crée un moule industriel qui va pouvoir produire en série limitée ou plus conséquente un objet. Et bien maintenant, en fait, le moule industriel n'existe. On n'a plus besoin de ce moule industriel. Le fichier informatique, le fichier numérique de conception 3D est le nouveau moule industriel. Ce qui crée des changements assez révolutionnaires et qui crée aussi, on va dire, certains problèmes de droit d'auteur, dont on verra tout à l'heure. En tout cas, c'est là aussi une filiation assez forte avec ce qui s'est passé avec le Web 2.0. C'est-à-dire qu'on retrouve sur Internet, par exemple, la chaise Philippe Starck que je vous ai montré tout à l'heure, on la retrouve sur certains sites Internet qui agrègent ces fichiers numériques. Et ce qui se passe actuellement pour les fichiers numériques d'objets, appelés Feasible, c'est passé au fait pour l'industrie musicale avec les MP3 il y a quelques années. Alors, ce changement de paradigme industriel, il crée aussi, il implique des promesses très fortes. Ces promesses, on va dire que ce sont des promesses qui seraient à même de redresser productivement le moral de notre ministre, puisque elles sont de... Le premier, c'est qu'effectivement, on peut relocaliser la production. C'est-à-dire qu'on peut créer des ateliers de quartier ou des mini-usines qui peuvent imprimer rapidement des objets sans passer par tout un process industriel. Il y a aussi un bénéfice en termes d'empreinte écologique, puisque finalement, on peut relocaliser la production. On n'est plus obligé de produire, par exemple, dans des ateliers en Chine. On peut relocaliser et donc réduire l'empreinte écologique. Et au cœur aussi de cette révolution, il y a effectivement le niveau élevé de personnalisation, donc on verra dans les usages ensuite, qui est au cœur même de cette fameuse doctrine de devenir auteur de sa propre technologie. Et puis enfin, dernière promesse, la livraison rapide qui est liée justement au fait de recentrage de la production, relocalisation de la production et donc réduction du cycle de distribution. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va voir justement l'ensemble des usages qui sont faits par les makers et qui permettent déjà une réinvention de la société. Et on verra que dans ces usages, ce qui est au cœur réellement de cette nouvelle réinvention, c'est bien l'hyper-personnalisation des objets. L'idée centrale des makers, c'est évidemment de faire par eux-mêmes, donc de s'approprier. Et ça permet aujourd'hui de pouvoir produire son objet sur mesure. Alors, les makers au sens large, c'est des gens, par exemple, ici c'est une entreprise anglaise, qui sont dans l'analyse de la pression des pieds et qui ont aujourd'hui la capacité, non plus de seulement analyser ou diagnostiquer la pression qu'il peut y avoir sur l'empreinte sur le sol, et de produire directement un produit qui permet d'augmenter les performances, notamment des runners. Ça, c'est une chose qui est aujourd'hui permise très simplement. Plus proche de nous, aujourd'hui, on peut porter exactement ce qui nous va. Alors évidemment, moi je pense aux jeunes femmes. Il existe, il a été lancé un bikini en 3D, et c'est assez révolutionnaire de certaine manière, puisque sur la base d'un scanning de corps, puisque pour modéliser un fichier, on peut scanner aussi un corps, on peut avoir des produits qui fit exactement au corps et qui permettent donc d'avoir une personnalisation, là pour le coup, la plus intime possible.
Dans la personnalisation, il y a aussi donner vie à des choses qui nous sont proches. Passer du 2D à la 3D, c'est aujourd'hui ultra simple. Pour ceux qui ont des enfants, c'est un cadeau fabuleux. Tout d'un coup, de faire que ce qui était à plat et posé par un enfant peut devenir en volume et peut être véritablement réalisé. Ça, c'est des procédés assez simples qui permettent en fait de passer d'un plan 2D à un plan 3D. Ça fait tout d'un coup des idées de cadeaux, de personnalisation qui sont assez illimitées. Plus grand encore, c'est un cabinet d'architectes qui a été le premier à concevoir une imprimante 3D grand format. Alors, c'est un des écueils aujourd'hui de l'impression 3D, c'est sa taille, notamment. Eux, ils ont réussi, ce cabinet d'architectes néerlandais, à construire une imprimante 3D qui va jusqu'à 6 mètres de haut. Donc, c'est la plus grosse imprimante actuellement, et qui permet de construire sa maison par assemblage, comme c'est fait aujourd'hui par Kit, mais surtout, eux, ils le présentent comme ça, parce que ce sont des visionnaires, comme étant une nouvelle forme d'art de vivre, une nouvelle forme d'art, tout simplement parce qu'on peut directement personnaliser son chez-soi, mettre une arche, comme on peut le voir là, ou personnaliser sa propre maison directement sur le lieu sur lequel elle va être posée. Dans le domaine culinaire, et ça laisse la porte ouverte à tous les pâtissiers, il y en a de nombreux ici à Lyon notamment, on peut même injecter et produire des petites figurines en chocolat, des tablettes de chocolat sur lesquelles il y a un message. On pense à un gâteau d'anniversaire par exemple, sur lequel on pourrait mettre la figurine de la personne dont c'est l'anniversaire, mettre des messages spécifiques, ou faire des tablettes de chocolat avec des formes les plus possibles. Donc ça, c'est une entreprise française, pour le coup, anglaise, qui s'est spécialisée uniquement là-dessus, sur cette niche-là, qui est dans la fabrication et la personnalisation de produits alimentaires en impression 3D. On peut le faire en sucre aussi. On peut le faire en sucre. Pour ce qui est... Ouais, aussi. Oui, non, mais ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, qui est au fait un vrai marché naissant, qui révolutionne aussi le marché de la bijouterie, qui est de pouvoir offrir un bijou unique. Donc vous l'avez compris, le fil rouge de tout ça, c'est l'unicité de l'objet. Donc sur le bijou qui est cadeau offert à sa femme, un cadeau offert, voilà, quelque chose qui est très personnel, on rentre exactement dans les bénéfices de cette nouvelle technologie. Là aussi, c'est un site américain qui propose, on envoie son fichier numérique et quelques semaines après, on peut recevoir dans tout type de matériaux métallisés son objet unique, son bijou unique. Autre usage, la reproduction de fœtus. Alors ça, on se demande jusqu'où ça peut aller, ça ne paraît pas forcément une bonne idée, mais c'est fait. C'est là aussi une entreprise anglaise qui a surfé sur l'échographie 3D, jusque dans je ne sais pas comment dire, le prototypage d'enfant, d'un fœtus. Voilà, donc pour avoir son fœtus comme en réel. Donc tout est envisageable, tout est faisable, et il y a des marchés qui naissent un peu comme ça sur ces niches-là. Des choses qui marchent bien dans le monde du jeu vidéo, s'il y a des gamers parmi vous, c'est évidemment tout l'avatar qui est autour du gaming, et donc la possibilité de pouvoir créer son propre avatar en réel. C'est un gimmick, mais c'est aussi quelque chose pour les gamers qui est aussi très valorisé, qui est très important, et qui permet donc de donner vie au virtuel. Et dans le monde du dessin animé aussi, d'avoir un enfant aimerait avoir son Buzz l'éclair, pourrait même produire son propre Buzz l'éclair chez lui. Voilà, qui tue sa sœur, par exemple. Voilà, il pourrait. Exemple, ça peut être ça. Et puis toujours dans l'idée d'avatar, mais qui va encore plus loin, c'est c'est le mouvement des selfies, du selfie. Le mouvement du selfie, c'est un phénomène qu'on connaît tous, qui est avec l'arrivée des mobiles, on se prend en photo, on fait des autoportraits et notamment on les produit et on les diffuse sur les réseaux sociaux. Là aujourd'hui, et notamment au Japon, par une technique de scanning, on peut produire sa propre petite statue pour des mariages, pour des anniversaires ou pour simplement s'aimer, savoir s'aimer en plastique. Voilà. Donc ça, c'est des usages. Alors ça paraît un petit peu anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout, parce que derrière, il y a des modèles économiques qui commencent à en sortir. Donc ces usages, ils sont réels. C'est des marchés qui sont émergents, c'est des marchés qui sont lancés, c'est des entreprises qui vivent.
c'est des gens qui l'achètent, et c'est en pleine expansion. Et derrière, surtout ce qui est intéressant, c'est de s'interroger un petit peu sur, justement, puisque ça révolutionne l'industrie, est-ce qu'il y a un modèle économique qui en découle, comment tout ça va se faire, et vers quoi on va, quelles sont les perspectives en fait, économiques qui pourraient apparaître. Première chose, c'est que ce qui existe déjà depuis des années et qui est certain, c'est que les makers, ils produisent et ils distribuent mondialement. Là, c'est quelques exemples d'entreprises californiennes qui sont issues du Tech Shop de San Francisco, qui ont pu, d'abord, de la base de leur idée, en faire un prototype. Ça, c'est la première chose que permet l'impression 3D, c'est rapidement aller à une phase de prototypage. Juste pour préciser, le Tech Shop, en fait, c'est un méga Fab Lab, voilà, ce dont on parlait au début. Donc, c'est un méga atelier de fabrication numérique. Donc déjà, pouvoir un petit peu passer du brainstorming au prototypage. On réduit le temps de prototypage, donc de validation du concept. Puis ensuite, à la mini-série. La plupart des designers et des concepteurs sont parfois en difficulté dans le fait d'éditer leurs produits. Et là, ils peuvent à la fois le prototyper, puis ensuite l'éditer, et même le distribuer, puisqu'aujourd'hui, avec le web, ils peuvent eux-mêmes distribuer, en un clic, quelque part, leur production, qui est leur fabrication. Donc là, quelques exemples. Woodsum, c'est des cravates et des nœuds papillons. Ça pourrait plaire à Guillaume Berthollet en bois. Voilà. Jet Finco, ce sont des gens qui font des longboards, donc il a fallu qu'ils prototypent aussi leur longboard. Et Doudou Case, peut-être plus connu, vous connaissez, ce sont des gens qui sont passés par le Tech Shop de San Francisco pour prototyper et faire les premières séries de leurs pochettes pour iPad. Il y a des fabricants aussi, et ça c'est quand même un signe, qui adoptent le freemium. Parce qu'évidemment, les fabricants, ils s'interrogent un petit peu sur tout ça, ils se posent des questions sur la propriété industrielle, et certains, plutôt que de s'y opposer, commencent à ouvrir des voies. Là, c'est le cas, par exemple, de Nokia, qui, au moment du lancement de son Lumia 820, il y a quelques semaines, a mis à disposition justement les fichiers numériques de leur coque, enfin de la coque du smartphone. Donc voilà, donc on voit que les fabricants commencent à voir que bon, il peut y avoir peut-être un souci du fait du fait qu'il y ait exploitation des fichiers numériques sur les fameuses plateformes qu'on a vues tout à l'heure, mais aussi peut-être qu'il peut y avoir un marché. Donc voilà, ils essayent de suivre un peu le mouvement. Les fabricants aussi qui maintenant en fait s'intéressent à l'horizon en fait que constitue l'impression 3D, qui est si par exemple dans mon lave-vaisselle mon fameux panier est percé, peut-être qu'un jour moi j'aimerais pouvoir faire fabriquer ou fabriquer chez moi ce panier. Voilà. Et bien tout ça c'est quelque part en fait un horizon peut-être lointain, mais qui est dans l'idée de lutte contre l'obsolescence des objets. Et là, l'exemple, c'est Leroy Merlin, qui il y a quelque temps s'est intéressé et continue à s'intéresser au Fab Lab pour pouvoir justement mettre à disposition peut-être un nouveau service à ses clients. Donc ça va très bien pour Leroy Merlin qui est dans le bricolage, qui est dans la fabrication, et on peut très bien imaginer qu'on achète un bout d'étagère chez Leroy Merlin et qu'on vienne la personnaliser, l'adapter ensuite dans le Fab Lab à l'issue du magasin. Mais ça marche sur plein d'autres retailers qui n'ont pas encore passé le pas. Hein. On pense à l'électroménager, on pense au multimédia, on pense à tout ça. J'en profite d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un de la fabrique d'objets libres dans la salle? Non, peut-être pas. Donc si vous ne connaissez pas la fabrique d'objets libres, on fait de la pub pour eux, c'est un Fab Lab à Lyon qui, dans quelques jours, fait un programme, fait un festival sur l'obsolescence déprogrammée, et donc qui permet à chacun de venir avec son idée de conception d'objets. Donc allez voir, ça va vraiment dans cette idée. Là aussi des modèles économiques en création de rupture, des gens qui ont des bonnes idées sur des choses qui sont aussi bêtes et basiques que le plâtre, moche, horrible. Qui gratte. Et qui profitent de l'impression 3D pour pouvoir faire un plâtre évidemment parfaitement adapté au maintien du bras, donc mécaniquement tout à fait adapté à la réparation, quoi, enfin, aux soins qui est nécessaire, mais qui permet aussi d'avoir des plâtres qui sont plutôt design, hein, qui sont plutôt sympas, qui ne grattent plus, dans lesquels on a plus chaud. Voilà.
des modèles économiques qui existent sur des produits existants, qui sont un peu réinventés quelque part. Les musées aussi commencent à profiter de ce phénomène. C'est le musée de New York là, qui a invité les makers, principalement la communauté des makers la plus connue, c'est ceux de MakerBot. Donc il a invité MakerBot, c'est les fabricants de petites imprimantes 3D pour ceux qui les ont déjà vus. Donc il a invité cette communauté à faire un hackathon. Vous voyez ce que c'est qu'un hackathon, puisqu'il y en a un ici. Hackathon 3D, où chacun des makers peuvent du coup préparer les fichiers des œuvres du musée. Et donc derrière, ça ouvre d'abord l'ouverture évidemment à un public plus large, et puis aussi des modèles économiques, puisque le musée peut également se rémunérer sur la conception, puis la fabrication de pièces, d'œuvres d'art refaites en miniature. Ou simplement, il pourrait vendre, au lieu de vendre justement l'objet, il pourrait vendre aussi le fichier numérique, c'est-à-dire le fameux fusible de l'œuvre d'art. Et alors, ça, c'est assez intéressant aussi dans ce qu'on disait tout à l'heure sur le couple production-distribution. Les retailers sont en train d'élargir leurs services. Typiquement, UPS, aux États-Unis, a des magasins qui s'appellent les UPS Store. Ils viennent d'annoncer qu'ils allaient, dans ces magasins, mettre à disposition des imprimantes 3D. Et on ne sait pas encore quel est leur modèle économique, mais derrière, en fait, ce qu'on voit bien, c'est que l'idée, c'est de faire venir des start-upers, de faire venir des makers dans ces centres pour qu'ils aient à disposition à la fois la production et puis, évidemment, la distribution, le cœur de métier d'UPS. Et donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que UPS, c'est pas n'importe qui aussi dans la distribution. Voilà. Des usages on a vu des usages déjà en place, on a vu un modèle économique qui commence à émerger. Puis, si on va plus loin, il y a des idées extraordinaires qui sont en train de naître, qui sont en train de poindre, qui mettront quelques années à se mettre en place, mais qui, quelque part, commencent à dessiner certaines perspectives. Et qui pointent déjà le bout de leur nez. Par exemple, dans la médecine, ça c'est déjà le cas, on peut fabriquer des mâchoires en 3D, ou enfin, tout ce qui est osseux peut être reconstitué en 3D. Toujours dans la médecine, bon, ça c'est une vidéo qui a fait beaucoup de buzz cette année, parce que c'est un bébé qui avait un problème de trachée, et donc un objet en 3D qui lui permettait de respirer via sa trachée a été fabriqué pour pouvoir lui permettre de respirer. Donc il y a de grands espoirs en médecine. Il y a aussi des interrogations, honnêtement, et des marchés, comme dans la bioimpression. Donc il y a notamment des entreprises suisses qui se lancent dans la dentisterie, donc ça c'est déjà le cas. Et à terme, pourquoi pas, en tout cas c'est ce qu'ils souhaitent, la reproduction d'organes humains. Et puis, il y a un vrai Graal, qui est que, évidemment, vous avez compris que pour l'instant, dans l'impression 3D, on peut construire des objets, mais on ne peut pas construire un objet complètement monté, électroniquement parlant. C'est-à-dire que je ne peux pas imprimer mon radio-réveil. Voilà. Pourtant, Microsoft a déposé un brevet cet été, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 semaines, pour une machine 3D qui serait capable justement d'imprimer à la fois l'objet, mais aussi les objets électroniques, c'est-à-dire les processeurs, les puces électroniques, tout ça. Voilà. Donc c'est un brevet, ça veut dire qu'il s'y intéresse fortement, et évidemment c'est un Graal, parce que si je peux reproduire mon radio-réveil un jour, ça serait génial. Alors après là maintenant on rentre un peu plus dans les grandes perspectives qui nous font rêver. Ça c'est l'agence européenne spatiale qui a lancé un programme qui est l'impression de base lunaire. L'idée là aussi, c'est on va pas, au lieu d'envoyer des fusées à répétition pour construire une base sur la Lune, eh ben, on va envoyer plutôt des imprimantes 3D, et puis on va utiliser le matériau qui constitue le sol lunaire pour pouvoir créer, vous voyez ces jolies petites montagnes, on se croirait dans Star Wars. Ouais. Et voilà, donc là aussi, on est vraiment sur des projets à long terme, mais qui sont déjà concrets dans la tête des chercheurs. Et là, voilà, bon, la NASA a déjà annoncé qu'ils avaient lancé un programme aussi d'impression de pizza dans l'espace, enfin de pizza, enfin regarde tout ce qui est alimentaire. Donc ils ont un chercheur dédié à ça,
Et l'idée, c'est que les astronautes, pour se réconforter de leur isolement, puissent... Alors, c'est pas une pizza qui ressemblera à ça, parce que ça peut permettre simplement d'imprimer une pâte, de la faire cuire, puis après de rajouter une petite poudre de tomate. Voilà, c'est pas très gastronome, quoi, mais ça nourrit. Gastronome, mais ça permet peut-être de réconforter. Donc voilà, en fait, un peu pour tous les rêves, mais si on revient un peu sur Terre, il y a quand même des questions sociétales, parce que c'était quand même un peu l'origine de la conférence, qui se posent. Donc on en a vu quelques-unes. La première, sur le copyright, c'est vrai que voilà, l'industrie musicale d'un certain côté, s'est épuisée du fait de Napster, du fait de ce mouvement. Et là, déjà, certains députés français s'interrogent aussi et ont même posé des questions au gouvernement sur le fait de pouvoir légiférer sur l'impression 3D pour éviter, pour sauver le droit d'auteur. C'est une question qui reste très ouverte. Une autre question plus éthique qui est est-ce qu'on peut tout imprimer? Alors, vous avez certainement entendu parler aussi du fameux pistolet Liberator aux États-Unis, donc qui est un pistolet qui était imprimé de toutes pièces et puis après monté par ce jeune homme, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, bon, il se trouve que ça ne marche pas encore très très bien, mais en tout cas, évidemment, dans le débat aux États-Unis sur les armes à feu, ça a fait évidemment scandale. Une autre question est aussi par rapport à la nocivité potentielle de l'impression 3D, parce que certaines études de chercheurs américains sont sorties aussi cet été, indiquant que les imprimantes 3D domestiques dégagent aussi des particules fines, ces particules fines qui seraient presque aussi nocives que la cigarette, enfin que celle qu'il y a dans la cigarette. Bon, c'est une question. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, il y a la fameuse bio-impression d'organes humains, et là aussi, il y a des questions éthiques et sociétales qui se posent. Est-ce qu'un jour, on pourra imprimer un clone? Enfin, on est très loin, mais peut-être pas si éloigné. Un clone, ou alors il y a aussi la question de l'augmentation de l'humain, hein, évidemment, via l'impression 3D, qui est aussi liée à ça, quoi. Donc ça, c'est des questions sociétales qui sont des vraies questions, comme toute innovation, hein, qui demandent de revoir sa vision, son modèle actuel. Notre conviction, c'est qu'il y a quand même la nécessité de garder un œil ouvert là-dessus, parce que d'abord, ça répond à un fait réel qui est la fin de la standardisation. On est aujourd'hui dans le monde de la personnalisation, même les industriels commencent à y être. Les industriels, je pense aux gros industriels type de l'automobile, commencent à y être. Et l'impression 3D permet justement à la fois de faire une fabrication personnalisée à un niveau économique faible, pour le coup. Donc ça devient possible. Deuxième chose, c'est que, pourquoi y croire? C'est que l'économie de la contribution est en marche. Et là, on est dans l'économie de la contribution. Wikipédia, Facebook, Twitter sont déjà les premiers symboles de cette économie de la contribution qui font que ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui génèrent, les utilisateurs eux-mêmes qui créent, face à une économie de marché qui pourrait être celle des médias. Donc on est dans cette perspective-là. Aujourd'hui, il y a d'autres choses qui sont les AMAP, qui sont même les associations, qui sont les systèmes de partage de location, d'appartements, etc., qui sont aussi dans cette économie de la contribution, qui commencent à se créer, qui commencent à drainer de l'argent financièrement, à être constituées. Donc les choses se mettent en place par rapport à ça, et ça va dans cette dynamique. Et puis pour conclure, qui seront les grands gagnants de tout ça? Probablement, les grands gagnants seront les concepteurs, les designers, puisque aujourd'hui, la propriété intellectuelle prendra peut-être le pas sur la propriété industrielle. Et donc les concepteurs pourraient en devenir les grands gagnants, d'autant plus qu'ils sont à un clic de la distribution mondiale, grâce au web, sans aucun intermédiaire. Et voilà. On a le temps pour des questions? Oui? Non, pas sûr. Normalement non, après... non? C'est la pause, donc si vous voulez rester. Ok, écoutez, vous êtes les bienvenus. Rapidement, quel est le modèle économique d'un Fab Lab? Qui va? Est-ce qu'ils sont rentables? Alors, actuellement, les Fab Labs sont souvent rattachés à des centres universitaires. Voilà. Donc, on est plus sur un modèle de Fab Lab dit associatif ou universitaire.
donc qui s'appuie économiquement sur l'université. Le modèle économique, il est, on va dire, sur quelque part, comme si vous alliez au Club Med Gym. C'est-à-dire que vous pouvez disposer, vous avez un abonnement et puis vous disposez d'un ensemble de machines. Voilà. C'est un peu ça le modèle économique. Après, il y a d'autres choses à côté, mais bon, il y a un très bon bouquin d'ailleurs qui a été écrit là-dessus, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui a été écrit par le président de la FING sur les Fab Labs. Voilà. Un petit peu en recul, effectivement. Ça existe, hein. Un petit peu en recul. Après, ça arrive très rapidement. Donc voilà, on suit des courbes classiques, exponentielles sur les technologies. Et c'est clair que ce qui fera probablement encore plus avancer l'impression 3D, ce sera le scan 3D. Ça, c'est évident. Le scan grand public. Hein. C'est notamment le fait de pouvoir scanner son visage rapidement. Ça existe. Hein. Oui, bien sûr. En fait, les Fab Labs, en fait, ils sont constitués d'un ensemble de machines, dont des imprimantes 3D, mais aussi des scanners, aussi ce qu'on appelle des machines de découpe laser. Enfin voilà, c'est un atelier complet, dont le centre est l'impression 3D, mais pas que. Voilà. Donc, les Fab Labs sont là pour faire des prototypes, donc aussi pour faire de l'assemblage à la fin. Mais le scanner, effectivement, c'est un peu le nerf de la guerre. Puisque, comme on l'a dit à la fin, l'obstacle actuellement est la conception 3D, la conception de fichiers informatiques, numériques. Pour l'instant, si la pénétration des machines grand public est quand même assez faible, c'est parce qu'il y a cet obstacle-là. Alors, il peut être tout à fait soulevé, mais c'est vrai que le scanner, qui permet, par exemple, sur ce gobelet, de prendre 200 points de mesure en 1 seconde, existe déjà. Voilà. Et c'est sûr que la démocratisation arrivera quand les scanners seront vraiment grand public, efficaces. Oui, alors il y a aussi... oui, effectivement. Ouais. Ouais. Oui, il y a aussi un nouveau, comment on appelle ça, costumier sur mesure, tailleur sur mesure, qui s'est lancé à Paris, je crois. Je ne vais pas donner le nom parce que je ne suis pas de la pub, mais qui propose de faire des costumes sur mesure. Et la première étape, c'est de passer dans une cabine qui va en 1 seconde prendre 200 points de mesure de son corps. Voilà. Donc c'est typiquement ça. Bon, là, après, ils ne reproduisent pas, ils n'impriment pas en 3D le textile, même si c'est quelque chose qui est aussi en train de se développer. Mais en tout cas, on voit bien que le scanning permet d'offrir un service premium par rapport à ce qui existe. Alors, Boeing, donc, qui utilise l'impression 3D depuis très longtemps. Je crois que sur le, je sais plus, le Boeing 747, enfin je sais plus quel avion, fait plus de, je sais plus, 2000 pièces, je crois, en 3D, et réduit de 20% ses coûts. Voilà. Par rapport à ce qu'ils font sur d'autres pièces. Il y a effectivement ça, mais c'est pas, je dirais que c'est pas encore complètement clair, en fait, à vrai dire. Parce que peut-être, pour revenir à la première question, on n'a pas encore cette expérience effectivement de modèle économique, par exemple de Fab Lab, pérenne, qui soit plutôt dans une démarche commerciale, économique, plutôt qu'universitaire, et qui permette de voir s'il y a un vrai modèle économique derrière. Voilà. Et notamment sur les coûts de fabrication. Vous avez une question ? Ouais. Oui. Il y a SketchUp qui est peut-être le plus connu, qui a été racheté par Google, qui c'est un objet de modélisation 3D, quoi. Ça, c'est un des plus connus. Après, il y a des batailles et des formations différentes entre les métiers. Les architectes n'utilisent pas les mêmes logiciels que certains designers, en fonction des formations.
Voilà. Le plus connu, c'est SketchUp, parce que c'est un logiciel grand public racheté par Google qui permet de modéliser assez basiquement. Voilà. Celui-là est gratuit. Oui. En tant qu'agence, qu'est-ce qui vous intéresse dans tout ça? C'est quoi la relation avec le business? Alors, c'est exactement ce qu'on disait au début, c'est la continuité par rapport au Web 2.0. C'est-à-dire que nous, en tant qu'agence, on considère qu'il y a une reconnexion entre le monde des objets et le monde digital, et qui se traduit d'ailleurs déjà sur les objets connectés, là, qui sont en train d'arriver. Et effectivement, nous, en tant qu'agence de communication digitale, on voit bien cette filiation par rapport au Web 2.0 dans les mouvements similaires, Makers, Napster, etc. Et puis on voit bien un devenir, effectivement, en termes de communication. On arrête parce qu'on va se faire virer. Merci.